Bonjour, aujourd'hui nous recevons Philippe Wilmus. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Donc 59 ans, 2 enfants, né à Sète, habite dans la métropole de Montpellier. Sport-études à Font-Romeu, prépa HEC à Joffre, aujourd'hui prof à MBS et HEC. Avant, à une vie professionnelle dans le business, chez Colgate, Mars. Vous étiez le bras droit de Michel Platini pendant 5 ans. Un des bras. Un des bras. Il avait combien de bras? Je sais pas. Non, mais on était 3-4 assez proches de lui. C'était comme la déesse Shiva, il y avait plusieurs bras. Oui, voilà, c'est ça. A travaillé chez L'Oréal aussi, et donc vous avez laissé tomber les grands groupes pour vous lancer dans l'écriture, vous vouliez transmettre. Pour devenir prof. Pour devenir prof aussi, oui. Écrivain, prof. Écrivain, prof. Donc vous me dites, je suis libre maintenant. On n'est jamais tout à fait libre, mais oui, quand même. Est-ce qu'on est plus libre quand on écrit, quand on est prof, que quand on travaille chez Unilever ou chez Colgate? Ah, c'est sans aucune mesure. Hein. Ça, c'est clair et net. Quand on est chercheur, quand même, on a une très grande liberté de parole. D'accord. Donc vous enseignez le leadership, la croissance et l'innovation. Oui. Autre chose? Non, c'est à peu près ça. C'est quoi le leadership? Leadership, c'est influencer les autres, les autres étant libres de vous suivre ou pas. D'accord. C'est la différence avec le management ou le commandement. Donc un militaire, il donne des ordres et vous êtes obligé d'obéir. Donc ça a à voir un petit peu avec le livre qu'on va présenter aujourd'hui, qui s'appelle La déviance des leaders. C'est le cœur du sujet. Voilà. C'est influencer les autres et les autres sont libres de vous choisir, de vous suivre ou pas. Donc vous faites beaucoup de conférences aussi. Oui, pas mal. Plus ou moins 50 par an. Oui. Dernièrement, là, vous étiez en Normandie, je crois la semaine dernière. Vous avez fait une conférence sur le recrutement des jeunes. Oui. Sur les nouvelles générations, comment... C'est un vaste sujet, ça. Tout est vaste sujet de nos jours. Mais oui, c'est un sujet très important parce que je pense qu'on est en train de laisser tomber notre jeunesse. Enfin, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut plus s'occuper des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Leur faire confiance. Arrêter de dire qu'ils ne veulent pas travailler, arrêter de dire qu'ils sont pas comme nous, arrêter de dire que c'était mieux avant. Les jeunes, c'est fantastique. Quand on est prof comme moi et qu'on est baigné dans un campus où la moyenne d'âge c'est 20 ans, on prend un bain de jouvence. La jeunesse est formidable en fait. Mais il faut lui faire confiance. Il faut la laisser autonome. Il faut la responsabiliser aussi. Mais de tout temps on dit ça, non? Je suis pas sûr. Hein. J'entends plutôt des discours, il faut de l'autorité, il faut driver les gens, il faut des maîtres forts, des chefs forts. C'est plutôt ça quand même le discours dominant maintenant. Je sais pas. Si. Donc, loisirs, vous aimez le sport, le ski, la marche, faire la fête? J'aime bien la convivialité, ouais. Fervent défenseur du théâtre? Ouais. Au théâtre d'eau? Le Printemps des comédiens, ça fait 15 ans, je crois que je suis abonné au Printemps des comédiens, où je vais voir 13-14 spectacles en 3 semaines, quoi. Donc, qualité, intégrité, sens de la justice, fidélité, défaut. Vous indignez un peu trop. Ouais. Vous influencez par Zola qui dit « Pas un jour sans une ligne, et s'indigner toujours ». Et s'indigner toujours. Nulla die sine linea. Pas un jour sans une ligne. Il écrivait toujours au moins une ligne. Bon, il écrivait souvent des tartines par jour, mais... Et puis surtout, s'indigner toujours. Bon, soyez le bienvenu donc à la Glorieuse, parce qu'à la Glorieuse, on a une capacité, on a gardé notre capacité à être libre et à s'indigner. Très bien. Donc je vais vous parler du numéro 905 de la Glorieuse, avec à la une régionale de points envers et contre tout. C'est le Toulousain Antoine Maurice qui mènera une liste autonome des Verts au régional. Et donc on raconte un peu ce qui s'est passé ce week-end avec des élections internes chez les Verts. Il se passe toujours des choses intéressantes chez les écologistes. Et surprenantes surtout. Comme dans tous les partis politiques. Non, mais particulièrement chez les écologistes. Ils sont loin devant tous les autres. Ensuite, on revient sur le tourisme, une belle fréquentation cet été, mais une arrière-saison catastrophique. Un projet, le scandale écologique à Prades-le-Lez sur un projet immobilier. On revient aussi sur les sénatoriales, Francis battu, 3 PS et un fac-similé élu. Et ensuite, route demande, suppression d'une soixantaine de places de parking, les étudiants, rouspète,
Voilà au programme du numéro qui sort demain, enfin aujourd'hui, le jour où on ressortira la vidéo. Voilà, donc Philippe Wilmus. Donc, nous ne vous avions pas invité, mais nous avons fait un gros papier il y a à peu près 2-3 ans, voire plus, peut-être 4 ans, sur votre bouquin Le Midi se meurt. Donc, est-ce que vous pouvez nous en reparler un petit peu, voilà. Vous qui regrettez un petit peu la France, le sud de Pagnol et Giono. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Moi, je suis toujours triste quand une civilisation disparaît. Alors, Paul Valéry, qui c'est toi comme moi, l'a dit mieux que moi. Hein. Toutes les civilisations sont mortelles désormais, mais je pense que le sud de la France, c'est la disparition d'une civilisation que j'appelle la civilisation méridionale, en fait. Donc, ce pourtour méditerranéen qui va de la frontière espagnole à la frontière italienne, hein, qui est la zone de l'Olivier, en fait, qui est bordée par la Méditerranée, et où les tuiles on a des tuiles rouges, on a des porcs colorés, on a une cuisine à l'huile d'olive faite de poissons, de légumes, de fruits et un peu de viande, où il y a une convivialité, où il y a les marchés, et c'est ça qui a disparu. Il ne faut pas faire du passéisme, c'est pas le retour au 19e siècle, mais oui, c'est une façon de vivre qui nous était propre et que nous n'avons pas su conserver, alors que d'autres régions de France, le Pays Basque, l'Alsace, la Bretagne, quand vous allez en Bretagne, c'est fantastique, ils ont gardé une architecture, une végétation, un mode de vie breton. Vous êtes un peu sévère quand même, parce que lorsqu'on va dans l'arrière-péri Héraultais, bon, c'est sûr que si vous allez au Cap d'Agde, ça a été bétonné de façon outrageuse et insupportable, mais lorsque vous allez dans l'arrière-pays, dans les petits villages, je sais pas, dans la vallée de l'Orbe par exemple, là on retrouve une âme. Il faut qu'on se mette d'accord sur le mot midi. Dans mon livre, il fallait, par convention, il faut définir le midi. Donc moi le midi, c'est la zone de l'Olivier, donc c'est une petite bande de terre de 50 km qui borde la Méditerranée, qui s'enfonce jusqu'à Montélimar, parce que le climat est propice jusqu'à Montélimar, mais je ne vais pas au-dessus de 800 mètres. Parce que 800 mètres, l'olivier ne pousse pas. On rentre dans la zone du Châtaignier, on n'est plus dans le midi. Non, mais la vallée de l'Orbe, c'est voilà. Dans les même dans les petits villages, heureusement, il y a encore des villages, que ce soit dans le Luberon d'ailleurs, ou en Provence, ou en Côte d'Azur, même chez nous, mais même ces villages sont menacés depuis 10 ans. Sont menacés par la désertification, la fuite des services publics. Donc il y a quand même une pression. La pression démographique, c'est très forte. C'est les grandes villes qui ont été massacrées. On a construit des odyssées. C'est le périurbain qui a été massacré. C'est moins le centre-ville, parce que quand vous voyez le centre-ville de Montpellier, Aix-en-Provence ou d'autres grandes villes, il a été relativement protégé. C'est le périurbain. En fait, le périurbain, c'est là où se cristallisent tous les problèmes sociaux, religieux, écologiques, politiques de la France. On retrouve ces phénomènes d'ailleurs dans le périurbain, dans les Ardennes, dans la France du Nord. Mais chez nous, c'est encore plus dramatique parce qu'on a bétonné et on a construit des méga centres commerciaux. On n'a pas su dompter aussi l'architecture. On a construit n'importe quoi en fait. On aurait dû, sans être stalinien, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer tout à tout le monde, mais mettre des normes. Voilà, vous avez une dizaine de couleurs possibles, vous avez une dizaine de façades possibles, une dizaine de crépis possibles. C'est plutôt les tuiles. Chez nous, c'est les tuiles. C'est pas l'ardoise ou des toits en aluminium ou en béton. Bon, ça, on n'a pas su l'imposer. Ce qu'on fait, alors, c'est curieux, c'est très très frappant dans l'Hérault, parce que là, vraiment, on a laissé filer. Quand vous allez dans le Luberon, alors c'est vrai que c'est devenu un havre pour milliardaires et pour riches, mais ils ont su imposer certaines normes drastiques qui fait que le Luberon, c'est une région magnifique aujourd'hui en Europe, voire dans le monde. Et nous, on a laissé filer. Bon, on va revenir à votre bouquin là, qui vient de sortir, là, La déviance des leaders. Voilà, il est sorti pendant le Covid ou... Il est sorti en juin en fait, à cause du Covid, donc oui, juin, septembre en fait, parce qu'avec l'été... Donc c'est un ouvrage qui fait 178 pages, qui coûte 22 €, aux éditions EMS. Voilà, donc ça parle des hommes politiques et de leur déviance. Alors comment reconnaît-on un homme politique déviant? Première question. Question simple. D'abord, pour être un leader ou un chef déviant, il faut d'abord avoir du pouvoir, quoi. Donc déjà, la première des choses, on reconnaît un homme politique déviant quand il a du pouvoir. Parce que je fais partie de ceux qui pensent, comme Lord Acton, puisque c'est la fameuse citation de Lord Acton, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Et je suis intimement convaincu de ça.
Je Vous pense... avez des exemples là, Ah vous avez oui, des mais exemples ça, alors, on en a des exemples de Trump, Margaret Thatcher, Blair, Et chez les Fillon, Français, Ghosn, Carlos Ghosn, Georges Frêche, Cahuzac. Georges Frêche Oui, était fou un peu. je pense qu'il a, il a dû succomber à la force gravitationnelle du pouvoir qui vous fait dévier. Ouais. Parce que vers la fin, là, il Oui, était je sans pense. filtre. Bah, parce qu'il était isolé, il était entouré de courtisans, sûrement de flatteurs, qui l'isolait de la réalité. Il y a une tendance que plus on gravit les échelons du pouvoir, plus on s'éloigne de la réalité. Et plus il y a des filtres entre vous et la réalité, et le pouvoir en fout. Et comment vous expliquez quand même que ce type-là, il partait en vacances quand même avec Nicolas et avec Gérard Depardieu, quand même, qui sont deux personnalités aussi qui étaient sans filtre, qui sont sans filtre. Parce que je pense qu'il n'y avait plus personne pour lui dire que le comportement était parfois non éthique. Quand plus vous grimpez dans le pouvoir, plus personne n'accepte plus la critique d'abord, et puis plus personne n'ose aussi vous critiquer. Le leadership, c'est, je dis souvent, c'est un mythe social aliénant en fait. On nous raconte une fable quand on nous dit on a besoin de chefs tout-puissants qui vont nous conduire vers la terre promise où coule le lait et le miel, mais on peut attendre longtemps. Et d'ailleurs, comme on attend tous les 5 ans et qu'on ne le trouve pas, tous les 5 ans on en change maintenant. Et c'est pareil au niveau des mairies d'ailleurs, vous voyez maintenant. Ouais. Parce que c'est un mythe... Vous savez, il y a des expériences de démocratie où on vote, en particulier dans la Drôme, où on vote et puis les équipes elles changent tous les 6 mois. Ou, voilà, est-ce que c'est plus vertueux ce genre de gouvernance Ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver un système politique, démocratique en France où on encadre le pouvoir. Donc un des premiers moyens déjà c'est le non-cumul des mandats. Non-cumul des mandats à l'espace, c'est-à-dire quand vous êtes maire ou député ou sénateur ou conseiller général, vous n'avez pas le droit d'occuper un autre poste. Et puis, cumul des mandats dans le temps, 1 ou 2 mandats, pas plus. C'est en train de se faire d'ailleurs. C'est pas, mais en fait, c'est compliqué. Ces idées qui étaient oui, mais le cumul des mandats dans le temps, déjà, il est réduit. Le président de la République, c'est 2 mandats, déjà. Mais il y a un progrès qui est fait. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, même dans les démocraties les plus avancées, on sait parce que l'on sait que le pouvoir en fout, c'est pour ça que les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, qui sont quand même des démocraties avancées par rapport à d'autres pays, il ne faut pas le nier, on fait tout en sorte pour encadrer le pouvoir. Le président de la République chez nous, ou le président des États-Unis, eh bien, il y a la Haute Cour de justice, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Haute Cour... Enfin, on a encadré un petit peu. Il est très encadré. Et qu'est-ce que vous pensez des hommes politiques de profession? Je sais pas, dans la région, là, on en a quand même pas mal, des gens qui sont dans la politique depuis qu'ils ont 18 ans. C'est une aberration. S'il y avait une interdiction du cumul des mandats dans le temps... Non, mais aujourd'hui, vous avez des hommes politiques qui ont... Je trouve ça malsain. Ils ont 70 ans, ils ont 80 ans. Je trouve ça malsain, d'autant plus quand on est très âgé. Non pas que quand on est très âgé, on ne peut plus participer à la société. Mais force est de constater que l'accélération des changements technologiques, culturels, sociaux à l'œuvre depuis 30 ans fait que quelqu'un qui a plus de 70 ans, il est quand même un peu plus déconnecté qu'un jeune de 25 ans avec la réalité du monde. Alors, expliquez-moi pourquoi le premier déviant était Platon, l'homme qui a un peu inventé la politique, c'est ça? Alors, c'est pas qu'il était déviant, mais dans la République, il nous a expliqué ce que devaient être les qualités et les vertus d'un bon chef d'État, c'est comme ça, ou d'un bon leader. Ce n'était pas le mot qu'il prononçait. Prononcer le mot gouvernant en grec, mais ça revient à la même chose. Donc il dressait une liste des qualités, sage, vertueux, raisonnant, intelligent, etc. Et en fait, il avait écrit ce livre à Syracuse sous la dictature de Denis, qui était un dictateur. Et puis il s'est aperçu qu'il a tellement été déçu par les hommes politiques grecs, qui étaient souvent des despotes et des dictateurs, contrairement à ce qu'on pourrait passer, en tout cas dans le bassin méditerranéen, c'est qu'il est retourné à Syracuse, il a réécrit une annexe en quelque sorte à la République en dénonçant ce qu'il avait écrit. Il disait on n'y arrivera jamais, quoi. En fait, il était déjà arrivé à la conclusion que plus on a de pouvoir, plus on en use et plus on risque d'en abuser. Et bon, après il est mort, mais c'était le premier à avoir théorisé ça déjà. Est-ce que, alors, les maires qui sont réélus, est-ce que c'est des déviants ou est-ce que c'est les maires qui échouent qui sont des déviants? Ben, ça dépend, mais ce qui est choquant, c'est qu'un maire qui fait son 3e, 4e, 5e mandat, comme c'était le cas, on l'a vu aux dernières élections municipales, moi ça me choque. Moi je pense qu'un homme ne doit pas rester
plus de 2 mandats. Si on prend l'exemple là, de Philippe Sorel, là, il a eu du mal à s'entourer. Beaucoup de gens qui sont partis avec lui au départ l'ont quitté. Ensuite, il s'est fâché avec beaucoup de maires de la métropole. Est-ce que ça fait de lui un déviant? Alors, je ne le connais pas personnellement, mais a-t-il succombé à ce que j'appelle la maladie du pouvoir? Enfin, d'autres avant moi ont écrit beaucoup de choses sur la maladie du pouvoir. On a beaucoup d'exemples de gens que je qualifierais de normaux, pour reprendre l'adjectif d'un président de la République, qui étaient tout à fait normaux avant l'élection, et qui, une fois élus, dévient. Dévient parce que le pouvoir les isole, les coupe de la réalité. Ils sont entourés de flatteurs, de courtisans qui ne leur disent plus la vérité. C'est valable pour un chef d'entreprise d'ailleurs aussi, comme pour un homme politique. Et donc petit à petit, en s'isolant, en se coupant de la réalité, ils font une mauvaise politique, ou ils n'écoutent pas assez les gens. Et petit à petit, ils perdent les élections. Et votre regard sur le président de la République? Je pense qu'il y a une petite déviation de ce qu'il était. On nous parlait d'un homme modeste, convivial, plutôt gentil, plutôt sympa, et je pense qu'il était comme ça. Mais ça change dès le jour de l'élection d'ailleurs. Oui. Cet homme qui marche seul, lentement, au Louvre, c'est des figures très différentes. Chirac, quelles que soient ses idées, il est noyé dans la foule quand il va au balcon de l'Élysée, de la mairie de Paris en 95. Mitterrand, quelles que soient vos idées, il est porté par le peuple de gauche qui le pousse vers le Panthéon. Là, l'image que l'on retient de l'élection, c'est un homme seul qui marche tout seul dans la cour du Louvre, et la seule personne qu'il fait monter sur la tribune, c'est son épouse. C'est pas les journalistes qui mettent en scène la vie privée des hommes politiques, c'est les hommes politiques eux-mêmes qui mettent en scène leur vie privée. Et donc, c'est le triomphe de l'homme seul. Mais c'est normal parce qu'il fait partie de cette catégorie d'hommes politiques qui ont pris le pouvoir, non pas par effraction, qui ont pris démocratiquement le pouvoir, mais qui c'était inattendu. Comme Trump, il n'appartenait pas à une écurie, il n'appartenait pas à un parti. Et ils ont un côté bonapartiste. Or, les hommes qui prennent le pouvoir seuls et qui se font seuls, souvent dirigent seuls. C'est le cas pour Trump, c'est le cas pour Bolsonaro, c'est le cas pour Orban, et peut-être un peu pour M. Macron. Est-ce qu'on peut dire aussi au niveau de la démocratie, qui proposait une espèce de démocratie participative, avec des référendums, d'initiatives populaires, tout ce genre de choses, là, vraiment, il n'y a rien, quoi. Le problème de la démocratie participative aujourd'hui, ou du référendum, c'est l'abstention, en fait. Le taux d'abstention est quelque chose qui défie la démocratie. Aujourd'hui, vous avez des maires, mais c'est un peu le cas du maire de Montpellier, puisque quand on regarde un peu les chiffres, je crois qu'au premier tour, il fait que 4% des inscrits, je crois. Il faudra le vérifier, mais je crois que c'est 4%. Donc il y a 96%. Là, il a été élu, oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il a été Le premier élu... tour, il y a eu 4% des inscrits. Ouais. Donc il y a 96% des gens qui n'ont pas voté pour lui. Pourtant, il est maire de la ville. Ça ne remet pas en cause sa légitimité juridique, mais d'un point de vue éthique, ça pose question sur la signification de la démocratie. C'est un peu le cas du maire de Paris, dans beaucoup d'autres villes. Un maire qui a été élu alors que 95% de ses administrés n'ont pas voté pour lui, ça questionne la démocratie. Est-ce que critiquer les politiques, c'est pas faire un peu le jeu des populistes? Alors, c'est surtout pas, et je voudrais surtout pas donner cette impression, il faut surtout pas rentrer, ça serait très dangereux si nos livres étaient interprétés comme tous pourris, parce que moi je ne crois d'abord pas que tous les hommes politiques ne sont pas pourris, tous les chefs d'entreprise ne sont pas pourris, loin de là, mais la question qu'il faut poser, c'est qui est-ce qui fait du mal au cyclisme? Celui qui se dope ou celui qui dénonce le dopage? Qui fait du mal au cyclisme? Celui qui organise des transfusions sanguines illégales, un système avec des médecins qui vous fournissent de l'EPO via des voies mafieuses, ou le journaliste qui tout simplement dénonce ça. Il ne faut pas confondre. Qui fait du mal à la politique? L'homme politique qui se fait acheter des costumes et qui fait des emplois fictifs pour sa famille, ou le journaliste, ou l'écrivain, ou le chercheur qui dénonce ces pratiques? Il faut faire attention. Le populisme, justement, il prospère parce qu'on a un manque de transparence, parce qu'on a un manque de vérité, parce qu'on a un manque d'éthique. Donc plus d'éthique, plus de vérité, plus de transparence, et le populisme disparaîtra. Et la démocratie est-elle vraiment le moins mauvais des régimes? Je pense que c'est le meilleur des régimes. Sauf que le problème que nous avons, c'est que la démocratie représentative patine.
parce que les peuples ont grandi, parce que c'est difficile, c'est plus facile de gérer un pays comme certains pays scandinaves à 6 millions qu'un pays à 60 millions, un pays à 300 millions comme les États-Unis ou 1,4 milliard comme la Chine. Et comment vous expliquez que les démocraties du Nord sont quand même beaucoup plus éthiques, voilà, sont beaucoup plus près des gens, voilà. Parce qu'elles ne tolèrent aucune déviance. Parce que si vous êtes Premier ministre suédois et vous achetez une barre de chocolat avec la carte de crédit du ministère, vous êtes poussé à la démission. Alors que nous sommes laxistes. Regardez, on a pris des photos, j'ai vu passer des photos de la chancelière allemande qui faisait ses courses. Voilà, et quand on voit le train de vie de l'Élysée, l'argent qui coule à flot, on vit dans deux mondes différents, quoi. Parce qu'il y a une moralisation de la vie politique qui n'est pas encore aboutie en France, et on n'insiste pas assez sur l'éthique. Mais ça demande aussi, pas seulement des leaders éthiques, il faut des suiveurs éthiques. Parce qu'après tout, M. Balkany, il a été réélu démocratiquement par les Levalloisiens. Il n'a pas été parachuté. Donc, une société éthique, c'est à la fois des leaders, des chefs éthiques, et aussi des suiveurs éthiques. Des gens qui ont compris qu'il faut eux-mêmes qu'ils respectent la loi. Or, ce besoin d'exemplarité que l'on attend des hommes politiques, il faut l'avoir soi-même. C'est un peu le syndrome Tapi, Laporte, Balkany. Ben bien sûr. Voilà, c'est des Guéant, Cahuzac, voilà. De Rugy et beaucoup d'autres. Notre niveau de tolérance au comportement non éthique est trop bas en France. Voilà, revenons au local, à Montpellier, Business School va enfin déménager. Comment estimez-vous le retard de ce dossier qui, ça fait maintenant 10 ans? Alors si vous me permettrez, j'ai un droit de réserve, je ne m'exprimerai pas là-dessus, parce que je suis beaucoup attaché à mon institution en tant que salarié et prof, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Bon, donc... je suis désolé. Voilà. Non, mais là j'ai un devoir de réserve, là par contre. Ok. Nos politiques ont-ils besoin toujours d'en faire trop? C'est-à-dire préciser de compenser, voilà, pour compenser les manques structurels du territoire. Est-ce qu'ils ont... Vous n'avez pas cette impression-là? Parce que, si vous voulez, un homme politique, au bout d'un moment, ce qui lui manque peut-être, c'est des idées... Moi, je pense qu'il y a un déficit d'idées, en fait, un déficit de vision, parfois, dans certains hommes politiques. Et donc, on se noie dans l'action. Il y a un tropisme de l'action avant tout, qui fait qu'on ne réfléchit pas assez avant d'agir. Oui, mais regardez, par exemple, ils n'en font pas assez, mais... Si je me souviens bien, Macron, il nous a vendu une volonté de rupture. Et il n'y avait pas eu de rupture. Parce que la France n'est pas prête à la rupture. Parce que les démocraties avancées comme la nôtre avancent à petits pas. Les grandes révolutions, les grands chocs dans l'histoire de l'humanité, c'est des charniers, des goulags et des camps de concentration à n'en plus finir. Nous avons besoin... Ce qui est dur, c'est pas le changement. C'est le changement dans la continuité. Parce que ce qui est dur, c'est pas de changer l'hôpital, c'est de changer l'hôpital dans la continuité. Je reste sur cet exemple. Si on nous disait, bon écoutez, messieurs les Français, pendant 2 ans on ferme l'hôpital, et puis on réfléchit à l'hôpital de demain, on aura un super hôpital. Le problème, c'est que pendant qu'on se parle, en ce moment, à Guiche-Choyac ou à la Péronie, il y a des urgences qui arrivent. Et on ne peut pas dire aux gens, stop, on arrête tout. Il y a déjà des murs, il y a déjà des contrats, il y a déjà des... Je reviens à mon... Enfin, moi, je suis allé voir Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat, il est venu à Montpellier au Zénith, il a fait un show, il a dit, voilà, moi je ferai des référendums, je mettrai ça en place. C'est pas compliqué de faire un référendum de niveau. Oui, mais le changement, c'est dur. Le changement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour 100 000 personnes, si vous voulez, qu'il y ait un changement à tel endroit, il y aura 100 000 personnes et on fera modifier la loi. C'est ce que demandent les gens, c'est ce qui se passe dans les démocraties, c'est ce qui se passe en Suisse, c'est ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. La France... Macron nous avait promis ça. Mais le changement pour le changement, ça ne veut rien dire. Il faudrait que D'abord, tout changement n'est pas désirable. Tout changement n'est pas désirable. Si vous changez la République de Weimar en une société nazie national-socialiste, là, on va vers plus de progrès, plus de démocratie, plus d'éthique. Oui, mais tout changement n'est pas désirable. 2, avant de dire on va changer, il faudrait qu'on nous dise où on va aller. Changer pourquoi? Pour quel type de société?
C'est ça que les gens veulent entendre. Et c'est ça qu'on leur explique pas. On nous dit il faut changer. Et pour aller vers où? Vers quoi? Une société plus libérale, une plus société démocratique, néolibérale, plus démocratique. Bah, Il y a un manque de démocratie aujourd'hui. c'est pas qu'il y a un manque de démocratie, c'est que la représentativité de la démocratie française est malade. Nos élus, nos représentants, ne représentent pas vraiment peut-être le peuple. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il y a plus de déviance ou moins de déviance? Non, il y a quand même moins de déviance. Malgré le fait que j'ai écrit ce livre, je pense qu'il y a un progrès, parce qu'il y a 20 ans, les affaires Ghosn, les affaires Balkany, les affaires de Rugy, les affaires Fillon, tout ça, ça ne serait pas sorti. Ça aurait été étouffé. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'abus, aussi bien au sommet de l'État et dans les mairies il y a une vingtaine d'années qu'aujourd'hui. Le progrès est lent, mais il y a un vrai progrès. Expliquez-moi pourquoi les médias nationaux dénoncent les affaires nationales, et les médias locaux, ils dénoncent très peu les déviances locales. Parce qu'il y a un affaiblissement des médias locaux. Il y a un affaiblissement des médias locaux. Vous êtes peut-être une exception, mais peut-être que vous n'avez pas la force de frappe, la durée suffisante pour faire éclater des grandes affaires. Et là, comme vous le savez, la presse régionale est en grande difficulté à cause des tirages et de l'audience et du vieillissement de la population. Les jeunes lisant moins la presse. Donc vous avez des médias locaux, que ce soit au niveau audiovisuel, presse papier ou radio, qui sont en difficulté. Que pensez-vous de l'attitude d'un sénateur, pour ne pas le nommer Jean-Pierre Grand, lorsqu'on lui demande s'il a honoré des reconnaissances de dette auprès des promoteurs, ne répond pas et nous affuble de journal vichyciste, de Vichy? Je ne connais pas ce monsieur, donc je me garderai bien de tout commentaire sur cette affaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon vous, quelles sont les conséquences pérennes sur le tissu économique de la crise du Covid? Ah, ça, c'est très embêtant, par contre. Ça va dépendre un peu d'un vaccin hypothétique qui pourrait sortir peut-être fin 2021, début 2022. Elles peuvent être très importantes pour notre région, plus que la moyenne nationale, pour deux raisons. D'abord parce que l'on est une région touristique. Le poids du tourisme dans le PIB est plus élevé que dans la moyenne nationale. Or, le tourisme est vraiment en grande difficulté aujourd'hui. Deux, on est une population plus âgée, donc plus à risque, ce qui risque de renforcer le confinement volontaire, enfin les précautions. Donc la crise du Covid aura un fort impact sur notre région, malheureusement à cause du poids touristique. Est-ce que le télétravail ne risque pas d'être préjudiciable à la vie en société, au dialogue, à ce qui fait du lien dans la société? Alors moi, je suis un fervent défenseur du télétravail, ça c'est paradoxal. Je suis un fervent défenseur du télétravail parce que c'est bon pour la planète, ça fait des économies d'énergie, de dépenses, d'embouteillage, donc ça facilite la vie des gens. Il faut pas... Parce que quand vous allez à Montpellier maintenant le matin et que vous payez 1 heure de transport et 1 heure le soir, donc c'est 2 heures vous les prenez, c'est 2 heures pour faire autre chose. Ensuite, c'est bon, donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille parce que ça vous fait faire des économies de transport. Et puis ça fait gagner du temps, quoi. Ça peut rendre la vie agréable. Après, je suis pour le télétravail à condition qu'il soit volontaire, libre. Il ne faut pas imposer là aussi. Il y a des gens qui ne sont pas faits. D'abord, il y a des métiers qui ne sont pas faits pour le télétravail. Kinésithérapeute ou infirmière, on ne peut pas être au télétravail. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas faits psychologiquement pour le télétravail. Mais pour ceux qui maintiennent en dehors de leur entreprise des liens sociaux, ça peut être super performant le télétravail. En tout cas, dans les villes qui sont embouteillées, mais quelle libération! Vous imaginez le Parisien qui a 1h30 de transport tous les matins, il gagne 3 heures par jour. Bon, revenons avant la question chapeau. Je suis déçu sur ma réponse sur le télétravail. Non, je vous ai posé une question si c'était préjudiciable au dialogue. Moi, je pense pas. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience. Non, mais bon, les étudiants, ils vont plus dans les salles de cours. Je préférerais aller en cours et avoir mes étudiants en face, mais j'ai fait tous mes cours, malheureusement ou heureusement, pendant le confinement à distance. Bon, avec les outils que l'on a maintenant, où on les voit, où ils peuvent écrire sur des tableaux virtuels, où on se parlait, on faisait des jeux, on faisait des sketchs. J'ai pas dit que c'était mieux, j'ai pas dit que c'était pareil que les avoir en salle, mais c'était pas si mal que ça. Mais je parle
en général, les entreprises, les gens ne se voient plus, les gens vivent chez eux. Mais C'est préjudiciable quand même à la communication. Alors ça dépend des entreprises. Dans les grandes entreprises de la région ou à la Défense, les gens ils se parlent pas à la Défense. Il n'y a que les fumeurs qui se parlent. Non mais là vous avez, je suis désolé de vous le dire, là vous avez 20 ans de retard. À la Défense, les gens ils se parlent pas. Ils sont par mail. Je répète, à la Défense, les seuls qui se parlent, c'est les fumeurs qui vont en bas. Hein. Les gens ne se parlent plus. Même dans des PME de 200 personnes, il y a des gens qui ne se voient pas pendant des mois parce qu'ils écrivent des mails. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Je veux bien. Choisissez une question. Oh là là, c'est pas mal ça. Et vous, votre chapeau? J'ai pas mes lunettes. Il va falloir que vous me les lisiez. Pourquoi le pouvoir rend fou? Le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou parce que le pouvoir isole. Le pouvoir isole de la réalité, de ce qu'on appelle la zone de changement. Les gens, les marchés, le site de production, voilà. Donc, voilà. Parce que le pouvoir crée des courtisans, crée des flatteurs qui vous entourent, qui ne vous disent pas la vérité. Parce que le pouvoir, ce qu'on appelait l'hubris chez les Grecs, la déesse hubris, ça donne le sentiment d'invincibilité. On le voit avec Trump d'ailleurs. Il sort, j'ai plus besoin de masque. Parce que l'hubris, c'est le sentiment d'invincibilité, que rien ne peut vous arriver, que ce soit la guerre en entreprise ou ailleurs. Que le pouvoir rend fou parce que il vous fait croire que tout est permis. Parce que vous avez le pouvoir, tout est permis. Prendre dans la caisse, se servir de l'argent de l'entreprise pour financer son mariage, se faire offrir des voyages, des diamants, des costumes, manger des homards, se servir des grands crus à des amis en utilisant les deniers publics, prendre des taxis de manière irraisonnée. Le pouvoir fait qu'il repousse les limites de la décence. Le pouvoir rend fou aussi parce que, au bout d'un moment, les gens puissants se disent pas vu, pas pris. Tant que je ne suis pas pris, je peux me le permettre après tout. Et puis aussi parce que quand je serai pris, de toute façon, j'aurai des gardiens de la pensée. Les gardiens du temple, hein, les sectaires, les séides, les moines soldats qui m'entourent et qui vont monter au front. Hein, ça, on le voit dans les grands hommes politiques qui étaient au pouvoir, Sarkozy, Hollande, Mitterrand, ils avaient leurs séides, hein, les Nanny de Morano, les Jack Lang. Là, les mecs, ils arrivent au front. Hein, c'est les moines soldats qui défendent le temple. Et puis aussi parce que le pouvoir, quand il est trop puissant, il vous fait prendre de mauvaises décisions. Parce que seul, quand on prend une décision seule, elle est moins bonne que quand on la prend à 10, à 100 ou à des millions. Et donc, il faut se méfier du pouvoir. D'ailleurs, si j'ai dans la littérature du XXe siècle, au cinéma aussi, les grands romans, les grands films qui ont le plus de succès, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Si vous prenez par exemple les 3 grandes sagas que tout le monde connaît, sauf quand on a moins de 10 ans, mais que ce soit Harry Potter, La Guerre des Étoiles ou Le Seigneur des Anneaux, hein, qui sont des grandes sagas cinématographiques, parfois avant des grandes sagas littéraires, ce sont c'est sur le pouvoir. Le Seigneur des Anneaux, c'est ça, la leçon majestueuse, magnifique du Seigneur des Anneaux, c'est que le pouvoir représenté par cet anneau, il rend fou, il déforme la réalité, il fait que vous n'avez pas la même vision, il vous rend toxique, il rend méchant. Et d'ailleurs, tous les gens qui portent l'anneau, y compris Frodon, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, vont devenir fous. Il ne pourra pas réintégrer Frodon, la comté, son village, parce qu'il a touché au pouvoir. Et je répète, le pouvoir, il faut l'encadrer. Il est extrêmement important que dans nos démocraties occidentales, qu'on dit avancées, et qui le sont par rapport à l'Iran, l'Irak ou d'autres pays, on encadre le pouvoir. Qu'on encadre le pouvoir au sommet de l'État et au niveau des mairies, au niveau des régions, par des contre-pouvoirs. Très bien, mais je vous remercie. Mais merci de m'avoir invité.